Momo se retrouve acculée par des individus à l'allure menaçante qui sont soudainement entrés dans le bain thermal et s'approchent lentement d'elle. D'après ce qu'elle sait, une meute de loups se disperse et attaque le chef, mais au moment où elle tend les mains pour utiliser ses pouvoirs, l'un d'eux surgit de l'eau juste devant elle pour l'attraper et la plonger sous l'eau. Cela la place dans une situation extrêmement grave, incapable de réagir correctement alors qu'elle est en train de se noyer. De plus, elle se sent encore étourdie après avoir passé beaucoup de temps dans le bain thermal. Soudain, un des piliers de roche derrière elle est violemment projeté vers l'individu, ce qui le force à lâcher Momo sous l'impact. Rapidement, elle sort de l'eau et, en quelques secondes, le système d'eau derrière elle explose, faisant jaillir l'eau chaude à haute pression vers le haut. Les individus tentent de fuir comme ils peuvent face à cet étrange incident, mais en prenant leur distance, ils réalisent que Momo s'échappe. Deux d'entre eux se dirigent directement vers elle pour l'attraper, mais, de nulle part, une clôture s'effondre et les écrase. Momo ne comprend pas ce qui se passe, mais elle profite de l'occasion pour tenter de s'enfuir, ce qu'elle ne parvient pas à faire lorsqu'un des assaillants la saisit par le pied, ayant réussi à l'atteindre en passant sous l'eau au moment où il se plaçait au-dessus d'elle. Cette fois, toute la structure du bain thermal s'effondre, écrasant l'individu, sauf Momo, qui se trouve précisément là où il y avait une ouverture. Une fois tout réduit en morceaux, la première pensée qui vient à Momo est que la vue devant elle est grandiose. Soudain, la turbo-grand-mère apparaît et mentionne qu'il est heureux que les bains thermaux soient dans un état aussi délabré. Elle dit cela tout en se sentant très détendue, immergée dans les eaux. Momo, surprise de la voir, lui demande ce qu'elle fait là. La turbo-grand-mère lui demande de ne pas la sous-estimer et explique qu'à peine Seiko a mentionné l'emplacement du garçon, elle a su qu'il s'agissait du territoire des sources thermales et s'est cachée dans son sac à dos. Momo lui fait remarquer qu'il aurait suffi de demander à venir, mais, mettant cela de côté, elle lui demande ce qu'elle va faire avec ces installations détruites. La turbo-grand-mère répond qu'elle n'a pas à s'inquiéter, car elles étaient déjà en mauvais état et ce n'est pas comme si elle avait fait quelque chose. Quelques secondes plus tard, les assaillants sortent de l'eau, incapables de comprendre ce qui vient de se passer. Peu après, des membres de la chambre de commerce arrivent, exigeant que le responsable de ce chaos se montre. Dès qu'ils repèrent les individus, ils les identifient comme les fauteurs de troubles de la famille Kito. Découverts, ces derniers n'hésitent pas à s'enfuir à toute vitesse. Momo observe leur fuite et encourage les poursuivants à les attraper. Une fois l'affaire réglée, elle remercie la turbo-grand-mère de l'avoir sauvée. Celle-ci l'arrête et précise qu'elle n'a rien fait, que les pouvoirs du lieu où elle se trouve se sont manifestés d'eux-mêmes. À ce moment, Momo lui demande si elle a vu la maison de Gigi, car elle veut son avis, n'ayant rien remarqué d'étrange. La turbo-grand-mère répond qu'il n'y a rien de bon dans cette maison et qu'elle est, de plus, baignée de sang humain. Nous revenons alors aux deux autres, où Gigi demande à Ken quoi faire à propos d'une étrange pièce qu'ils viennent de découvrir en ouvrant un trou dans le mur. Ken répond qu'il n'en sait rien et qu'il vaut mieux attendre le retour de Momo, car s'aventurer dans l'inconnu est dangereux. Quelques secondes plus tard, ils entendent la sonnette. Gigi ouvre rapidement, pensant qu'il s'agit de Momo, mais il se tait en voyant un groupe de femmes à l'allure suspecte. Elles entrent toutes et se dirigent vers le salon pour discuter de choses banales, tandis que Gigi reste silencieux, un sourire sur le visage. Leur chef s'avère être Naki Kito, ce qui signifie qu'elle est à la tête de toute la famille Kito. Elle leur dit de ne pas rester plantée là et de manger des bonbons, ce que Gigi accepte aimablement. En le voyant agir ainsi, Naki le félicite pour son comportement et lui rappelle qu'elle lui fait grâce du loyer par pure bonté, critiquant ses parents comme étant inutiles, car sans eux, il vivrait dans la rue. Ken s'approche de Gigi pour lui demander à voix basse ce qui se passe. Gigi explique que, comme il l'avait dit, la maison est louée, et que les Kito lui font grâce du loyer pendant que ses parents sont à l'hôpital. Il précise que ces personnes sont la famille Kito, qui possède de nombreux terrains dans la région, ce qui lui permet de continuer à vivre dans cette maison. Le trou dans le mur pose problème, mais Gigi demande à Ken de faire comme s'il n'était au courant de rien s'il venait à être découvert, en le dissimulant avec une affiche. À ce moment, Naki demande à Gigi des explications sur sa disparition de quelques jours sans prévenir. Il répond qu'il était simplement parti chercher un ami. Mais Naki espère qu'il n'a pas ramené un autre exorciste, et les autres femmes lui crient agressivement de ne pas faire une chose pareille s'il ne veut pas ruiner la réputation de la famille. Bien que Gigi continue de prétendre qu'il n'a rien fait de tel, Naki sort un fusil de chasse par précaution et lui fait savoir qu'elle a une licence de chasseuse et que des accidents arrivent parfois dans les montagnes. Et pour prouver qu'elle est sérieuse, elle pointe déjà son arme directement sur lui. Gigi lui demande de se calmer, lui conseillant que, même avec une licence, la police pourrait l'arrêter pour avoir pointé une arme sur quelqu'un. À cet instant, un policier entre pour saluer et voit parfaitement Naki diriger son arme sur Gigi. Quelques secondes plus tard, d'autres membres de la famille Kito arrivent, expliquant qu'ils étaient poursuivis par la chambre de commerce, mais qu'ils ont été sauvés grâce à l'officier Zuru. L'un d'eux s'approche de Gigi pour lui demander ce qu'il a fait. Gigi répond qu'il était avec des amis et présente Ken comme son meilleur ami. Mais l'homme l'avertit qu'il a intérêt à ne pas mentir, car il n'y a personne qu'il déteste plus que les menteurs. En se tournant vers Ken, il lui demande quelle est l'équipe de football préférée de Gigi,
arguant que s'il est vraiment son meilleur ami, il devrait le savoir. Sous cette pression, Ken répond que c'est le Saint-Germain. Quelques secondes plus tard, l'homme se réjouit, confirmant qu'il ne s'est pas trompé. Une fois l'homme parti, Gigi demande discrètement à Ken comment il a pu savoir cela, à moins de l'espionner. Ken se contente de regarder l'affiche qu'ils ont placée sur le mur pour couvrir le trou, qui représente cette équipe. À ce moment, Naki demande à Gigi s'il y a aussi une femme parmi ses amis, car elle veut savoir quand elle reviendra. Il répond qu'il ne voit pas de quoi elle parle, mais à peine a-t-il fini qu'elle lui fait remarquer qu'il vient de lui mentir. Pendant ce temps, Momo arrive au sanctuaire dédié à Tsushinoko, mais elle est perplexe en voyant un homme dans une pose étrange, qui lui demande si elle a besoin de quelque chose. Elle explique qu'elle vient pour le sanctuaire, et le prêtre, nommé Manjiro, s'excuse pour ce qu'il faisait, expliquant qu'il veut devenir bootubeur. Ensuite, il ouvre la porte pour la laisser entrer, bien que Momo lui demande s'il est sûr de la laisser passer, car elle sait que c'est quelque chose de très précieux. Il précise que ce n'est pas le cas et qu'en réalité, cela ne rapporte pas beaucoup d'argent, ce qui enthousiasme Momo, qui a envie de revenir avec Ken. Son enthousiasme s'évanouit rapidement lorsqu'elle observe le Tsushinoko, qui, loin d'être un serpent imposant, est tout le contraire. Même Manjiro admet qu'il ne ressemble pas à un Tsushinoko et raconte qu'un ancien parchemin mentionne qu'un dragon traversant le ciel apportera un arc-en-ciel, et que la colère de la montagne engloutira le village. Dans ces terres, il existait une croyance en un grand serpent. On pensait que le volcan entrait en éruption lorsque ce serpent avait faim. On raconte que les gens de l'époque offraient un enfant en sacrifice pour calmer son appétit vorace, et grâce à cela, le volcan n'a pas connu d'éruption depuis 200 ans, offrant même la bénédiction des sources thermales. On dit que ce qui ressemble à un cordon ombilical est la peau du grand serpent, et les gens croient aujourd'hui que prier cette peau empêche les éruptions. Momo lui demande des précisions sur le Tsushinoko, et Manjiro répond que son père pensait qu'un Tsushinoko attirerait plus de touristes, ce qui agace Momo, qui se plaint d'être tombé dans le piège de la mauvaise publicité. Laissant cela de côté, Manjiro explique que la légende du grand serpent est une erreur humaine, car la terreur a privé les gens de leur capacité à penser clairement, les amenant à croire aux sacrifices humains. Il est là pour parler de cela afin que cette erreur ne se répète jamais, bien qu'en réalité, il veuille simplement devenir un bootubeur qui se tient sur la tête. En entendant cela, Momo lui demande pourquoi il ne parle pas de tout cela sur Bootube. Après y avoir réfléchi quelques secondes, Manjiro se fige, réalisant que c'est une excellente idée. Plus tard, Momo retourne à la maison de Gigi, déçu qu'il n'y ait pas eu de Tsushinoko, mais pensant qu'au moins Ken sera content d'entendre les légendes locales. En ouvrant la porte, son sourire disparaît lorsqu'elle voit un groupe de personnes autour de Ken et Gigi, qui gisent inconscients sur le sol. De son côté, Naki déclare que le dernier sacrifice est enfin arrivé et qu'il est temps de commencer le festival. Rapidement, Momo surprend le premier assaillant qui s'approche d'elle avec un puissant coup de pied à la tête, puis attaque le suivant avec un coup de genou, ce qui lui fait mal à cause de l'impact. Sans perdre de temps, elle continue à combattre les autres, parvenant à neutraliser l'un d'eux avec un coup de pied dans l'entrejambe, tout en utilisant ses pouvoirs pour se protéger. Mais en faisant cela, elle baisse sa garde et est attrapée par derrière. Alors qu'on la maintient, la turbo-grand-mère sort de son sac à dos, pousse un cri qui fait trébucher l'assaillant, qui se cogne la tête. Momo la remercie pour son aide, mais lui demande aussi de l'appuyer davantage, ce que la turbo-grand-mère refuse. Profitant de ce répit, Momo se met en garde et exige que tout le monde quitte la maison. Mais soudain, elle est attaquée par Naki, qui utilise des techniques impressionnantes de combat au corps à corps. Momo fait de son mieux pour esquiver ses puissants coups, et lorsqu'elle parvient à créer un peu de distance, elle utilise son pouvoir pour attraper un canapé et le projeter dans le dos de Naki. Mais avec agilité, Naki esquive en faisant un grand écart et réduit rapidement la distance pour continuer à l'attaquer sans relâche. Momo, qui savait autrefois faire cela, attrape maintenant des objets de la cuisine pour les lancer sur Naki, qui adopte une posture défensive et dévie chaque projectile sans reculer. Cette fois, elle s'approche pour exécuter un combo spécial de coups, et alors que Momo est en l'air, Naki la termine avec un double coup de poing concentrant toute sa force. L'impact est si puissant que Momo est projeté à travers les murs, atterrissant précisément dans la pièce étrange découverte par Gigi et Ken. Ensuite, Naki demande à sa famille qui est cette fille, car elle lui semble utiliser un pouvoir étrange, tandis que Momo se demande qui est cette vieille femme. La turbo-grand-mère lui répond qu'il s'agit juste d'une grand-mère qui sait se battre. Bien que Momo doute qu'une telle chose existe, la turbo-grand-mère lui rappelle qu'elle en a une chez elle qui est comme ça, ce que Momo reconnaît. Naki dit à Momo que si elle vient interrompre le festival, cela signifie qu'elle veut contribuer à la destruction de ce village. Elle explique que les Kito protègent ce village depuis des générations et que, pendant 200 ans, ils ont offert des sacrifices au grand serpent, ce qui a empêché le volcan d'entrer en éruption. Sans eux, le village serait sous la lave depuis longtemps. Elle précise que cet endroit était à l'origine l'autel des sacrifices. Bien que son apparence ait changé avec le temps, cette maison a toujours été l'autel, et les Kito se sont chargés d'amener les imprudents destinés à être sacrifiés.
Momo en déduit qu'ils sont donc responsables de ce qui est arrivé aux parents de Gigi. Quelques secondes plus tard, le sol sous elle commence à s'enfoncer. Bien qu'elle utilise ses pouvoirs pour tenter de s'échapper, il la repousse au sol avec force. Dans cette situation désespérée, Gigi et Ken apparaissent soudainement et frappent les assaillants avec le canapé. Ils tendent la main à Momo pour la sortir de là, mais le sol cède sous leur poids, et un trou s'ouvre. Momo utilise son pouvoir pour amortir la chute avec Ken, qui lui dit qu'il ne se sent pas bien à cause des blessures subies. En regardant autour d'eux, il remarque que le trou par lequel ils sont entrés est trop haut, et Momo se demande comment ils vont sortir. Pire encore, il découvre au fond une étrange structure de maison qui descende. À ce moment, Gigi crie à l'aide, mais il n'arrive pas à temps pour le retenir avant qu'il ne tombe dans le vide. Heureusement, Gigi atterrit sur un sol mou, mais celui-ci commence à bouger quelques secondes plus tard. Les trois observent cette chose, qui ouvre ses mâchoires lumineuses de manière terrifiante. Soudain, la famille Quito s'aligne devant ce monstre pour lui témoigner du respect en tant que grand serpent. Ils lui annoncent qu'ils ont apporté 3 sacrifices pour qu'elle en profite, tout en lui demandant de ne pas les confondre avec leurs offrandes. Pendant ce temps, Momo utilise son pouvoir pour mettre Gigi en sécurité, et la turbo-grand-mère leur explique que cette créature est un kuragari, que Ken reconnaît comme un ver de la mort mongole, un cryptide semblable à un ver géant vivant dans le désert de Gobi. On dit qu'il mesure entre un demi-mètre et 2 mètres de long, mais Ken n'a jamais entendu parler d'un spécimen aussi gigantesque. Naki continue d'encourager le kuragari à les dévorer, mais Momo tente de leur expliquer qu'il n'adore ni un dieu ni un être divin. La famille Quito ignore ces paroles et continue de danser sur place, mais quelques secondes plus tard, le kuragari les engloutit d'un seul coup. Seuls, les trois courent se cacher à l'intérieur d'une maison, mais à peine entrés, Momo et Ken commencent à se tordre de douleur au sol, quelque chose leur arrivant. Dans le cas de Ken, le pouvoir de la turbo-grand-mère prend soudainement possession de lui, et il se traîne vers Gigi, ayant perdu tout contrôle. De manière brusque, Ken commence à se tirer la bouche avec ses mains, avec une telle force qu'on dirait qu'il cherche à se faire mal, alors qu'il est possédé par la malédiction de la turbo-grand-mère. Face à lui, Gigi tente de l'arrêter, mais il ne récolte qu'un coup de la part de Ken. Une fois que Ken s'écarte, il continue de se blesser. Gigi, réalisant ce qu'il fait, le retient à nouveau, se voyant forcé de le plaquer contre la fenêtre. C'est alors que Ken ramasse un morceau du sol pour tenter de se poignarder. Gigi l'intercepte juste à temps et lui demande ce qui ne va pas. Quelques secondes plus tard, il ressent des vibrations venant du sol où il se trouve. Il attrape Ken et Momo pour sauter sur le côté, évitant de justesse le kuragari. Ensuite, il jette un objet au loin, ce qui pousse le kuragari à attaquer cet endroit. Cela lui confirme que le ver détecte leur présence par le son, ou plutôt par les vibrations qui résonnent dans la maison, mais pas par leur voix. Il empêche à nouveau Ken de se faire du mal, mais celui-ci lui crie de ne pas intervenir et de le laisser mourir. Ces mots surprennent Gigi, lui rappelant l'époque où ses parents ont tenté de se suicider, une tragédie qu'il a pu empêcher en les sauvant à temps. Cependant, lorsqu'il est allé voir sa mère, elle lui a dit de la laisser mourir. Occupée à retenir Ken, Gigi ne peut pas arrêter Momo lorsqu'elle tente de se poignarder avec un éclat de verre. Par chance, la turbo-grand-mère s'interpose et reçoit le coup, poussant un cri de douleur. Sans perdre de temps, elle ordonne à Gigi d'attacher Ken, puis de faire de même avec Momo. Une fois les deux bien ligotés, Gigi se demande pourquoi cela arrive. La turbo-grand-mère explique que tout est à cause du ver, qui émet des ondes télépathiques obligeant les gens à se suicider. Gigi comprend alors pourquoi ses parents ont agi ainsi, mais ne saisit pas pourquoi il n'est pas affecté. La turbo-grand-mère dit qu'il ne s'en rend pas encore compte, mais évite d'en dire plus, car Momo utilise son pouvoir psychique pour ramasser des cristaux au sol et tente de s'attaquer. N'ayant pas d'autre choix, Gigi se place devant elle pour encaisser les impacts, et un cristal se plante dans sa main. Tombant au sol, il fixe le kuragari, qui intensifie ses attaques télépathiques sur Ken et Momo. Cette dernière tente à nouveau de s'attaquer avec un autre cristal. Prenant une grande inspiration, Gigi place son bras pour bloquer l'impact. Malgré sa blessure, il attrape Ken et Momo, les porte avec la turbo-grand-mère, et court loin de la pièce. Il esquive à grande vitesse les attaques du kuragari, atteignant un couloir dans une zone plus basse, mais trébuche sur une marche. Ken et Momo tentent alors de se jeter dans le vide. Gigi les retient juste à temps pour éviter leur mort, mais une entité apparaît face à eux, fixant le kuragari. Momo demande à Gigi de la détacher, car elle est revenue à la normale, tout comme Ken. Il demande qui est cet individu, qui se retourne, révélant un visage qu'il trouve hideux. La turbo-grand-mère leur ordonne de ne pas le regarder dans les yeux, car il s'agit du mauvais œil, dont la malédiction pousse les gens à perdre la raison et à se suicider. Elle précise que sa malédiction et l'attaque télépathique du ver s'annulent mutuellement. Momo trouve positif que le kuragari soit immobile et demande à Ken de l'attaquer pour profiter de l'occasion. Lentement, Ken se transforme, frappe de toutes ses forces et bondit, traversant le corps du ver pour atterrir brutalement de l'autre côté, mal maîtrisant son saut. Le ver est décapité, mais une nouvelle tête repousse rapidement, et il se lance à leur poursuite. En fuyant,
Gigi demande au mauvais œil si c'est lui qui a poussé ses parents au suicide. Sans répondre, l'entité le fixe, et Gigi voit des souvenirs du passé où le mauvais œil était encore vivant. Il y a des années, c'était un enfant enfermé dans une prison, observant d'autres enfants jouer joyeusement dehors. Sans liberté, il imitait leur danse. Mal nourri, il s'affaiblissait, mais restait souriant, inspiré par la joie des autres. Un jour, un volcan entra en éruption, et Naki, avec la famille Kito, le sortit pour l'utiliser comme sacrifice. Consumé par la lave alors qu'il était encore vivant, il souhaita avoir pu jouer avec les autres enfants au moins une fois. Après sa mort, il se réveilla devant une famille touchée par la catastrophe. Un jeune de cette famille pouvait le voir, mais ses parents se suicidèrent ensuite. Il découvrit que les adultes se tuaient en sa présence, tandis que les enfants de son âge le voyaient. Plus tard, la famille Kito trouva un enfant orphelin à cause de sa malédiction et l'utilisa comme offrande pour la grande serpente, l'enterrant avec cette maison. Ils construisirent une ville souterraine, et l'enfant, devenu fantôme, souffrait de ne pouvoir libérer les victimes. Déclarant qu'il paierait, sa haine le transforma en mauvais œil, désirant qu'on le regarde dans les yeux. De retour au présent, Gigi est soudain possédé par le mauvais œil, mais Momo le ramène à lui en criant son nom. Il tente de se débarrasser de l'entité, disant qu'il n'est pas mauvais et qu'il a souffert seul pendant des siècles. Il court dans une autre direction, suivi par Momo, qui s'inquiète de son changement d'attitude. En descendant plusieurs étages, elle remarque que les maisons en bas semblent plus anciennes, peut-être construites par différentes générations. Gigi, hanté par les souvenirs du mauvais œil, est déterminé à le libérer de son emprisonnement. Il arrive dans une zone ancienne et poussiéreuse, face à une grande porte en bois. Sans hésiter, il enlève la poutre qui la scelle et découvre le cadavre ancien du mauvais œil. Momo arrive et lui demande ce qui se passe et ce qu'est cette pièce. Gigi, concentré, se souvient du mauvais œil dansant joyeusement comme fantôme, et lui demande s'il veillait sur cet endroit. La turbo-grand-mère l'interrompt, lui ordonnant de s'arrêter et de ne pas avoir pitié, car c'est un yokai qui pousse les humains au suicide. Gigi rétorque qu'il est comme eux, même s'il est différent au lait. Le mauvais œil l'enveloppe à nouveau. La turbo-grand-mère insiste, disant qu'il ne sait pas de quoi il parle. Momo leur demande de se calmer et de lui expliquer ce qui se passe. Soudain, le Kuragari envoie une puissante décharge électrique à travers les maisons, les touchant. La pièce se remplit d'un liquide étrange, et Momo panique, voyant le verre en expulser en grande quantité. La turbo-grand-mère insulte Momo, la traitant de lâche, mais Momo lui crie d'arrêter. Elle demande où est sa bonne chance, et la turbo-grand-mère répond qu'elle ne dépend de personne et a peut-être rejoint l'ennemi. Momo critique cette absurdité et appelle Ken, qui est à l'étage supérieur, immobile à cause des spasmes causés par l'utilisation maximale de son pouvoir. Momo lutte contre le liquide collant, disant à Gigi qu'ils doivent quitter cet endroit rapidement. Usant de ses mains psychiques pour s'accrocher à la porte, elle lui demande de s'agripper à elle pour fuir. Elle réalise alors que Gigi est inconscient, tandis que les racines du sol, ou plutôt les longs cheveux du mauvais œil, envahissent son corps. Dans son esprit, Gigi se réveille dans la pièce où le mauvais œil vivait, souffrant de malnutrition. Ému, Gigi s'excuse de l'avoir haï et craint, croyant que tout était de sa faute, mais reconnaît maintenant qu'il est celui qui a le plus souffert. Le mauvais œil murmure qu'il veut jouer. Gigi s'approche, et l'enfant répète qu'il veut jouer avec lui. Gigi accepte avec enthousiasme, dansant un peu comme à son habitude, et promet de l'accompagner dans cette vie et la suivante. Le mauvais œil, souriant, prend ces mots comme un permis et commence à posséder son corps. Gigi se tord sous son pouvoir, et la turbo-grand-mère l'insulte pour avoir fait confiance au yokai. Une seconde décharge électrique du Kuragari les frappe, faisant tomber Momo et Gigi. Le ver ouvre une porte, les voyant directement, et lance une attaque télépathique. Immobilisé par le liquide, Momo est sur le point d'être dévoré, mais Gigi se relève, frappe le Kuragari d'un puissant coup de poing et l'envoie valser hors de la structure avec une violente patate. Le mauvais œil déclare alors qu'il s'est approprié le corps de Gigi, arborant une apparence différente, et annonce vouloir la mort de tous les humains. Confuse, Momo demande si c'est le pouvoir du mauvais œil. La turbo-grand-mère lui crie de se mettre en garde, sinon elle mourra, et lui donne une épée. Le mauvais œil glisse sa jambe pour donner une puissante patate à Momo, qui s'écrase contre le mur. Immobilisée une seconde fois, elle se protège partiellement avec son pouvoir. Le mauvais œil note qu'elle utilise un pouvoir étrange et critique la turbo-grand-mère, un yokai esclave des humains. Cette dernière répond agressivement, tandis que Momo supplie Gigi de revenir, réclamant ses blagues idiotes et mignonnes. Le mauvais œil demande à qui elle parle, affirmant que ce corps lui appartient et qu'il fera de cet endroit un enfer pour les humains. Une nouvelle décharge électrique du Kuragari surgit, mais le mauvais œil crée une barrière pour les protéger. Il invoque une maison au moment manquant, concentrant une grande quantité de pouvoir maudit dans une sphère solide. Il donne une puissante patate à la sphère, la transformant en projectile qui frappe le Kuragari. Après l'impact, il continue de frapper la sphère comme un missile, infligeant de gros dégâts. Avant de pouvoir l'éliminer, le Kuragari s'enfuit en s'enfonçant dans le sol. Le mauvais œil se moque de sa lâcheté, jouant avec la sphère comme un ballon de football. Momo, encore sous le choc des attaques,
se demande ce qui se passe et comment Gigi en est arrivé là. La turbo-grand-mère lui reproche d'être trop lente et rappelle ce que Seiko leur a dit, Gigi est un génie avec un pouvoir spirituel rare et une grande condition physique. C'est pourquoi le mauvais œil l'a choisi comme réceptacle parfait, et même elle aurait voulu le posséder. Momo, surprise, dit qu'elle n'a jamais eu cette impression à l'école primaire, où Gigi n'était qu'un garçon qui mangeait ses crottes de nez. La turbo-grand-mère explique que chacun a son moment d'éveil, et que celui de Gigi est récent, illustrant ce qu'elle essaie de lui faire comprendre. Elle insiste, ce n'est plus son ami. Le mauvais œil lance la sphère en l'air, visant Momo d'une puissante patate. Momo utilise ses mains psychiques pour bloquer le projectile, on aurait dit Marc qui bloque un tir d'Axel dans Inazuma. Mais le mauvais œil en profite pour lui asséner un coup de poing sur le côté. Alors qu'elle se remet, il tente de relancer la sphère. Ken, transformé, arrive à temps, bloque l'attaque avec une patate et déclare que le mauvais œil a osé frapper sa chère Momo, et qu'il va le payer. Au bout de quelques secondes, le mauvais œil surpasse Ken en force lors de cet affrontement de coups de pied, le forçant à reculer brusquement. Sans leur laisser de répit, le mauvais œil tire une sphère, mais Ken esquive en prenant Momo pour s'enfuir. Remarquant cela, le mauvais œil le critique pour être du côté des humains, bien qu'il soit un monstre yokai. Ken rétorque qu'il ne s'en sortira pas comme ça, mais pour l'instant, il pense s'éloigner, et pour cela, il escalade la structure à grande vitesse, évitant le projectile que le mauvais œil lance à chaque coup de pied. À un moment, Momo le protège avec son pouvoir, mais en recevant l'impact, le sol s'effondre, les faisant chuter. Elle les rattrape avec ses mains psychiques pour qu'ils puissent continuer à monter. En raison de leur vitesse élevée, le mauvais œil observe toute la destruction causée sur son passage. Ayant perdu Ken de vue, Momo le remercie en chemin de lui avoir sauvé la vie, mais il lui dit que la situation est loin d'être bonne. En entendant cela, elle lève les yeux et remarque que le Kuragari remplit l'endroit d'une sorte de spore. Ne sachant pas ce que c'est, Ken lui explique que les vers de la mort affaiblissent leurs ennemis avec des décharges électriques et des liquides venimeux, et qu'ils les attaquent maintenant avec du poison dans l'air. S'ils ne s'échappent pas rapidement, ils seront en sérieux danger. Bien qu'ils en soient conscients, Momo s'inquiète que la sortie soit trop haute et lui demande s'il connaît une faiblesse. Il répond que c'est la lumière du soleil et les créatures souterraines, car ces vers vivent en symbiose avec des bactéries et ne résistent pas aux ultraviolets du soleil. Malgré cette information, Momo se demande comment ils peuvent sortir cette chose géante d'ici, et elle ne veut pas abandonner Gigi. Ken lui dit alors qu'ils peuvent tenter quelque chose, mais dans ce cas, seul Momo pourrait s'échapper. Elle rejette immédiatement cette idée, trouvant absurde de s'enfuir seule, mais Ken insiste que c'est leur seule option, car il manque de temps. Si elle parvient à sortir, elle pourrait les remonter avec une corde ou autre chose. Quant à Gigi, il promet de s'en occuper personnellement, mais elle doit d'abord sortir pour pouvoir les sauver. En entendant ces mots, Momo adopte une expression plus sérieuse, lui prend la main, le regarde dans les yeux et promet de les sauver, tout en lui demandant d'aider Gigi comme il peut. Ken accepte sans hésiter et se transforme, lui demandant si elle est prête. Quelques minutes plus tard, il la place sur un fauteuil qu'il tient avec ses pieds, au sol. Momo lui demande ce qu'il compte faire, et Ken explique qu'il va le lancer de toutes ses forces pour qu'elle puisse ensuite s'élancer avec ses pouvoirs. Pour illustrer, il lui demande d'imaginer un vaisseau à plusieurs étages. Momo proteste que c'est trop dangereux, qu'il pourrait se casser les jambes, mais Ken ignore ses objections et commence le compte à rebours. Elle panique face à cette action soudaine et non préparée. Une fois le décompte terminé, il la propulse avec une force colossale vers le haut. Quand l'élan s'épuise, Momo utilise ses mains psychiques pour se projeter vers la sortie. Elle réalise que ce n'est pas suffisant, mais alors qu'elle commence à retomber, elle tend ses mains psychiques vers la sortie pour s'accrocher, parvenant ainsi à s'échapper. À ce moment, le mauvais œil rattrape Ken et lui dit de se réjouir, car il aura l'honneur d'être le premier à mourir. En réponse, Ken se transforme à nouveau et répète qu'il ne s'en sortira pas comme ça. Momo prend une courte pause dehors, mais après quelques secondes, elle se relève pour chercher une corde, sans succès. En pensant à quelque chose de long qui pourrait servir, elle utilise des rideaux pour fabriquer des cordes artisanales. Mais en les jetant dans le trou, elle constate qu'elles ne sont pas assez longues. Frustrée, elle se calme pour réfléchir à un moyen de les sauver, tout en pensant à stopper le poison et à vaincre le ver, une tâche extrêmement difficile. Un souvenir d'enfance lui revient alors, où elle observait un ver avec Gigi. Elle cherche rapidement son téléphone, mais en réalisant qu'elle ne l'a pas, elle remarque des magazines au sol qui pourraient lui être utiles. Elle allume la cuisinière pour y mettre le feu, provoquant rapidement un grand incendie dans la maison. Elle crie alors qu'il y a le feu, espérant attirer les pompiers, et en entendant les sirènes, elle souhaite que Ken tienne bon pendant qu'elle gère la situation. Revenant à Ken, son plan pour survivre est de se déplacer à grande vitesse d'un point à un autre pour éviter la sphère. À un moment, il se retrouve face à face, et le mauvais œil en profite pour l'attaquer. Ken esquive le projectile, mais celui-ci est immédiatement prêt à être relancé. Alors que Ken gagne une distance considérable pour fuir, le mauvais œil réapparaît devant lui pour tenter de l'achever avec ses poings. Ken s'écarte, puis se jette sur lui, poing en avant, sans lui infliger de dégâts.
Le mauvais œil le repousse et l'attaque à nouveau avec la sphère. Le combat devient de plus en plus rapproché, et Ken tente une attaque par derrière, mais le mauvais œil manipule la sphère sans la frapper, l'envoyant explosivement au visage de Ken. Après ce coup sévère, le mauvais œil le projette violemment au sol. Ken esquive un autre coup en se dégageant comme il peut. Le mauvais œil le traite de poule mouillée, ce qui l'enrage, mais c'est ce qu'il veut, car il souhaite prendre le combat au sérieux et utiliser son corps au maximum. Ken reste silencieux, respirant difficilement à cause de la fatigue et des blessures. Soudain, le nez du mauvais œil commence à saigner, et il mentionne que le poison du ver est nuisible à ce réceptacle, les obligeant à s'arrêter. Il dirige alors la sphère pour frapper Ken d'en haut. Ken esquive, mais la sphère le poursuit, s'élargissant pour l'enfermer dans la maison, sans issue. Le mauvais œil traverse la barrière, se retrouvant face à face avec Ken dans un espace confiné. Il commence par un coup de poing, que Ken esquive en se baissant, mais il est immédiatement frappé par un autre coup. Étourdi, il est acculé contre la barrière, recevant une pluie de coups tandis que le mauvais œil rit, trouvant cela excitant et annonçant qu'il s'en prendra ensuite à la fille pour torturer sa peau douce encore et encore. À cet instant, Ken lui saisit le visage pour le faire taire et lui dit qu'il a fait 3 choses qu'il n'aurait jamais dû faire. La première, blesser Momo. La deuxième, profaner le corps de son ami. Il sait que Gigi n'aurait jamais fait de mal à Momo, et il exige qu'il lui rende son cher ami. Le mauvais œil ne répond rien, repousse sa main et tente un autre coup, que Ken esquive en reculant son visage. Alors que le mauvais œil tente un coup de genou, Ken se baisse complètement, joignant ses poings. Prenant appui, il bondit comme un ressort pour tenter un puissant coup à la mâchoire, tandis que le mauvais œil l'attaque à nouveau, l'avertissant qu'il va à pleine puissance. Soudain, Ken répète le même mouvement, frappant avec force, et ne s'arrête pas là. Il le projette contre le plafond de la maison, répétant ce coup comme s'il faisait des squats, comptant jusqu'à 20. Mais arrivé à ce nombre, il recommence, transformant l'attaque en une pluie de coups brutaux contre la barrière. Cette technique exerce une telle pression que la maison se fracture de plus en plus, mais Ken ne s'arrête pas, atteignant plus de 100 coups. Enfin, il annonce son dernier coup, utilisant toute sa force pour frapper le visage du mauvais œil, brisant la barrière et le projetant loin dans les airs. Une fois qu'il s'écrase au sol, inconscient, Ken lui dit que la troisième chose qu'il n'aurait pas dû faire était de le mettre autant en colère. Il ajoute que c'est très déprimant, puis s'effondre, sa transformation se dissipant. Quelques secondes plus tard, il se force à se relever, sachant qu'il ne peut pas perdre de temps à rester au sol, et que Momo l'attend peut-être. Il décide donc de grimper aussi haut que possible pour faciliter leur fuite. En traînant le corps lourd de Gigi, il entend une voix stridente venant des profondeurs, celle de la turbo-grand-mère, coincée dans le liquide collant du kuragari, criant et maudissant ce ver. Après s'être un peu calmée, elle se demande si elle passera sa vie dans cet endroit horrible, mais refusant cette idée, elle crie à l'aide sans arrêt. Ken la surprend, faisant couler quelques larmes de ses yeux, car elle perdait espoir. Il arrache des planches de la structure pour construire un chemin vers elle, mais en essayant de la libérer du puissant adhésif, elle lui demande de ne pas tomber. Ken utilise toute sa force, car elle est très collée, et lorsqu'il parvient enfin à la libérer, la planche sur laquelle il se tient s'enfonce, et il se retrouve lui aussi piégé dans le liquide collant. Maintenant coincés tous les deux, la turbo-grand-mère lui demande pourquoi il est si inutile et lui ordonne d'utiliser ses pouvoirs. Ken explique qu'il a déjà utilisé sa vitesse maximale 2 fois et ne peut plus se transformer. Elle lui suggère alors de faire ses adieux, mais comme ils ne veulent vraiment pas mourir, ils se mettent à crier à l'aide pour Momo. Pendant ce temps, Momo est entourée de nombreuses personnes, et les pompiers tentent de maîtriser l'incendie. L'officier Anaki lui demande si elle est responsable de l'incendie, et elle répond que oui, mais qu'il doit oublier ce détail, car l'important est que la famille Kito tue des gens. L'officier rétorque que c'est la résidence des Enoji et veut savoir si elle leur en veut, ignorant l'autre sujet, car il est du côté de la famille Kito. Momo voit que cela ne mène nulle part, tandis que l'officier lui ordonne de monter dans la voiture pour être emmenée au commissariat. Mais elle ignore ses paroles, réalisant que le soleil va bientôt se coucher. Elle demande aux pompiers d'abandonner la maison et de jeter plus d'eau au sol. Alors qu'elle est arrêtée par la police, un fort tremblement de terre surprend tout le monde. Quelques secondes plus tard, le kuragari surgit soudainement du sol, faisant fuir tout le monde. Momo y voit une opportunité, se souvenant que le cryptide ne supporte pas le soleil et qu'il suffit de le forcer à sortir. Un flashback montre Gigi expliquant pourquoi les vers sortent de la terre, ils respirent par la peau, et après un jour de pluie, quand la terre est gorgée d'eau, ils ne peuvent plus respirer et sortent à l'extérieur. Mais s'il fait trop chaud, ils se dessèchent et meurent. C'est exactement ce qui arrive, le kuragari, exposé au soleil, commence à brûler, mais il se réfugie dans l'ombre de la maison. En voyant cela, Momo soulève le camion des pompiers avec son pouvoir et le lance avec force contre la maison. Outre détruire la maison de Gigi, cela expose à nouveau le kuragari, qui se dessèche complètement et se solidifie, n'ayant plus d'endroit où fuir grâce à Momo. Une fois le processus terminé, il s'effondre, sans vie. Pour s'assurer qu'il est inoffensif, Momo le frappe pour évacuer sa colère face à ce qu'il leur a fait subir. Soudain,
Le corps du Kuragari se convulse, expulsant par la bouche une grande quantité de son liquide, un dernier réflexe. Momo remarque que la famille Kito est parmi ses restes, et plusieurs se réjouissent d'être encore en vie, tandis que Naki tente de respirer, ayant failli s'étouffer. Momo leur dit qu'ils ont de la chance d'être vivants, mais Naki lui demande comment elle ose faire cela. Momo rétorque que c'est le ver qui les a mangés, et que s'ils ont un problème, c'est avec lui, pas avec elle. Naki explique que sa colère vient du fait qu'elle a tué le grand seigneur serpent. Sans comprendre son attitude, Momo s'excuse, disant qu'elle a des affaires plus importantes à régler, car elle doit sauver Ken et les autres. Alors qu'elle s'éloigne lentement, le sol étant glissant à cause du liquide, un tremblement de terre beaucoup plus fort que le précédent survient. Naki lui dit que tout est de sa faute, que c'est elle qui a causé ce désastre, et le tremblement s'étend à tout le village sans s'arrêter. Momo lui demande à quoi elle fait référence, et c'est alors que le séisme se dirige violemment vers le volcan, qui entre en éruption explosive. Momo se protège de l'onde de choc du volcan et observe la nuée de poussière s'élever, comprenant ce que Naki voulait dire.